Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette lecture de Shaolin à Wudang. Partie 1. Au fil d'un fleuve millénaire. Histoire des arts martiaux chinois, des origines à nos jours. L'art chinois du combat a subi de profondes modifications au cours des âges depuis la formation de la puissance guerrière chinoise pendant la période des royaumes combattants jusqu'au choc des cultures qui, après plusieurs éclipses, entraîna au XIXe siècle l'effondrement définitif des vieilles institutions militaires. Notre propos n'étant pas de retracer l'histoire de la guerre et de l'armement en Chine, nous nous limiterons à quelques remarques préliminaires. Si l'influence de la classe militaire dans la formation de certaines formes de boxe chinoise est certaine, notamment sous la dynastie Ming, la plupart des pratiques martiales se sont toutefois développées en marge de celle-ci. La Chine n'ayant pas, à la différence du Japon, connu de monopolisation des techniques de combat par une caste guerrière. Les pratiques formant le wushu, dans sa grande diversité, reflètent les conceptions des différents groupes sociaux qui, depuis la paysannerie jusqu'au lettré, contribuèrent à sa formation. Ces derniers jouèrent un rôle particulièrement important en les dotant, nous le verrons plus loin dans l'importante construction théorique du courant interne à laquelle aboutit cet ouvrage. Par ailleurs, nous n'aborderons ici le vaste sujet des armes que dans sa relation avec les arts martiaux à main nue. À présent, explorons le cours d'un fleuve dont la source se perd dans les brumes de l'Antiquité. En amont, les premières traces de l'Antiquité au Han. L'art martial chinois continue de fasciner tant par sa très longue histoire que par l'étonnante diversité de ses écoles et de ses styles, 350 environ, d'après le grand dictionnaire du Wushu, publié en 1990 à Pékin. Parmi ces écoles, les boxes Tai Chi et Shaolin sont les plus connues du public occidental. Toutefois, malgré leur importance, on ne peut leur résumer la genèse de l'art du combat à main nue en Chine. En effet, celle-ci commence plus d'un millénaire avant leur apparition, comme l'attestent des écrits de la dynastie Zhou, tels que le Shihing, ou classique de la poésie, ou le Guanzi, qui évoque la boxe, ou encore le Zuli, le livre des rites des Zhou, qui mentionne la pratique de la lutte, un jeu aussi ancien qu'universel. À l'origine, il s'agissait probablement d'une mise en scène du combat mythique qui opposa l'empereur Jaune, héros civilisateur de la Chine, à l'un de ses vassaux Shiyu, créature mi-humaine, mi-animale, pourvue de cornes. Désigné comme jeu de l'affrontement des cornes, Jiaodi-Xi, ou jeu de Shiyu, Shiyu-Xi. Ce type de spectacle était joué par des hommes coiffés d'un masque représentant un buffle. L'archéologie nous a livré de nombreux témoignages sur les pratiques martiales de l'Antiquité, notamment sur les escrimes et la lutte dont la plus ancienne représentation figure sur une plaque de bronze datée de la fin des royaumes combattants et exposée dans les musées historiques de la province du Shenxi qui représente deux lutteurs étroitement enlacés se saisissant par la taille et les jambes. Très tôt, on distingua la lutte de la boxe, qui doit être entendue ici au sens du pancrace de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire comme une combinaison de techniques de saisie, de projection et de coups frappés, utilisant les 4 membres. À la différence de certains sports martiaux modernes, cette polyvalence se fonde sur la réalité du combat comme l'exprime l'adage suivante. À longue distance de l'adversaire, on frappe avec les poings et les pieds. À toute courte distance, on saisit et on projette. Yuan Si Quan Da Jiao Ti. Il semblerait que dès l'avant l'ère chrétienne, les différents aspects de la pratique des arts martiaux chinois existaient déjà à l'état embryonnaire. Ainsi, les techniques respiratoires sont signalées dans le Zhuangzi par l'expression « rejeter l'ancien et absorber le nouveau » Tugu Naxing. Le même passage de ce texte ajoute qu'il se dresse comme l'ours et se déploie tel l'oiseau, ne recherchant que la longévité. Cette dernière pratique dite Daoyin est une des premières mentions de ce qu'il est convenu aujourd'hui de désigner par le thème Qigong, travail du souffle. Se développa à la fin des Han avec le célèbre médecin Hua Tuo, créateur du jeu des 5 animaux, Wu Qingxi, qui outre les figures de l'ours et de l'oiseau, comportait encore celles du cerf, du singe et du tigre,
le monde animal fut également une source d'inspiration inépuisable pour les boxeurs chinois dont on ne compte pas les boxes dites imitatives, Xuanxing, qui occupent toujours une place importante dans le wushu actuel. Il s'agissait vraisemblablement à l'origine de s'approprier le mana, la puissance spirituelle de l'animal dont on mimait les attitudes. Autre élément essentiel de ces disciplines, les chorégraphies de mouvements, désignées aujourd'hui par le nom de Taolu, apparaissent dans de nombreux écrits de l'Antiquité sous la forme de danse martiale, Wu-Wu. Toutefois, ce type de pratique associée aux arts de combat n'eut pas à l'origine et pendant longtemps l'importance qui lui est désormais dévolue. En outre, il faut préciser que ces enchaînements gestuels ne furent jamais figés, l'expérience de l'individu suscitant à chaque génération d'adeptes une évolution des techniques, un trait qui explique le foisonnement des styles, chi de boxe. C'est ainsi, par exemple, que l'on compte aujourd'hui d'innombrables versions du Tai Chi Chuan dont la pratique se fonde tant sur la même séquence, les 13 postures, Chi San Chi. L'Antiquité a vu se former les grands courants de pensée qui, tels le confucianisme, le taoïsme, l'école yin-yang ou encore le moïsme qui ont irrigué la culture chinoise. Ceci de même que le bouddhisme apparu en Chine au début de l'ère chrétienne, ont peu ou prou influencé le développement du wushu. Leur richesse fut un facteur d'évolution depuis les formes primitives de combat jusqu'aux disciplines sophistiquées que nous connaissons, les apports influant tant sur les principes techniques ou stratégiques que sur l'attitude spirituelle du pratiquant. Ainsi, par exemple, certains aspects du quiétisme taoïste se retrouvent dans les pratiques des arts internes dont les adeptes cherchent à préserver la tranquillité au sein de l'action et à se conformer au non-agir des sages et souverains de l'Antiquité, autrement dit à s'accorder au cours fluide et changeant les choses et des événements.